Nous sommes de retour sur le circuit Paul Ricard pour le 86e bol d'or, la finale du championnat du monde de FIM EWC. Et avant de reprendre un petit peu les commentaires sur lesquels nous nous étions arrêtés, on va tout de suite filer dans la voie des stands parce que Mylène nous y attend. Mylène, c'est à vous. Oui, alors écoutez, on est dans le box de la 333 et on va se diriger vers le team manager Yannick pour prendre quelques infos parce que c'est vrai qu'ils ont effectué un très beau début de course. Déjà, si on regarde le tableau, eh bien en fait faire le choix des Pirelli intermédiaires, c'était le bon choix. Parce que je me suis renseigné auprès de Pirelli, les motos qui ont chaussé ces pneus, eh bien tout simplement ce sont la 6, la 333, la 4, la 11, la 96, tout simplement celles qui sont aux avant-postes de ce début de course, à part la 7 évidemment du Yart. Allez, on va faire un petit tour avec Yannick. Yannick, beau début de course pour vous, très beau début de course pour vous. Oui, c'est un des avantages que l'on a, c'est de pouvoir disposer de Pirelli. Et on sait que chez Pirelli, il y a des pneus intermédiaires. Donc après, c'était le choix crucial, savoir si on partait avec des pneus pluie. Mais voilà, on avait quelques informations météo qui nous annonçaient qu'il n'y aurait pas de pluie après le départ. Et c'était le choix le choix de la raison et le choix de la performance. On le voit parce que toutes les motos, tous les teams qui ont fait le choix de ces pneus sont aux avant-postes de la course. Oui, tout à fait. Ça change un petit peu de Suzuka où on est plutôt désavantagé quand on est à Suzuka. Mais là, c'est un désavantage. Alors après, la course est longue. Il reste de nombreuses heures. Tout ce qui est pris est pris. Mais voilà, l'important, c'est d'être là encore demain à 15h. Merci beaucoup Yannick, on vous le souhaite. Merci Mylène, merci Yannick Lucot. Et William, je vous voyais observer attentivement les écrans et les chronos. Et ça y est, la bascule est faite. Même si on retrouve la Ducati, la Honda et la Kawasaki aux avant-postes, derrière, les choses sont en train de s'inverser. Dites-nous tout. Oui, effectivement, les pilotes qui sont en slick, donc c'est le cas de Nicolo Canepa, de Mike Di Meglio et également de Greg Black sont des pilotes, et puis également la BMW numéro 37 avec Ilya Michalczyk qui sont rentrés pour mettre les slicks. Effectivement, c'est les pilotes les plus rapides en piste, donc la tendance va vers le pneu slick. Les pilotes sont les plus rapides. On a par exemple sur le dernier tour Nicolo Canepa qui a roulé en 1,57,5, qui est plus qu'à 2 secondes 8 du leader. Donc ça revient petit à petit. Alors même si les pneus intermédiaires arrivent à garder un assez bon rythme et à garder un petit peu de constance, de toute façon les slicks vont passer devant forcément à un moment ou à un autre. Nicolo Canepa qui est en train de s'intercaler là entre la Honda 333 et la Kawasaki numéro 4. Oui, parce que la grosse différence entre un pneu slick et un pneu mixte, c'est que vous pouvez mettre de l'angle à peu près, on va dire, à peu près pareil, que ce soit avec un mixte, un intermédiaire donc, ou un slick. La grosse différence, c'est qu'on ne peut pas le solliciter de la même manière. C'est-à-dire on ne peut pas rentrer sur les freins en entrée de virage aussi fort qu'avec un slick. On ne peut pas non plus accélérer. On a des paires d'adhérence un petit peu plus franches et on a donc un petit peu moins de vitesse de passage. Donc tout cumulé, tant que le pilote en slick ne peut pas solliciter de ses pneus parce qu'ils ne sont pas suffisamment chauds, parce que la piste a encore trop de taches humides, pour l'instant ça se maintient un petit peu au niveau des écarts. Mais dès que le pilote équipé en slick peut franchir ce cap et de solliciter les pneus, là l'écart va être tout de suite de 4, 5, 6 secondes autour. Et c'est là que la question va se poser, c'est est-ce que quand on est en mixte, on doit rentrer ou est-ce qu'on attend la fin du relais? Et là pour l'instant, au vu de la physionomie de la course, ils ont déjà réalisé 12 tours, donc il y a encore une possibilité de maintenir quelques tours. Est-ce que ça va aller au bout? C'est pas certain. Personnellement, je pense qu'ils vont quand même aller au bout parce que ça fait perdre énormément de temps si on s'arrête pour changer le temps de ravitailler, etc., le temps de se remettre dans le rythme, puisque quand on réutilise des slicks, après des intermédiaires, c'est quand même toujours un peu compliqué. Le tour de sortie, on a du mal à s'adapter directement, même si les pilotes... Vous avez vu l'écart, hein, dans le même tour, il y a un demi-tour, Nicolo Canepa a doublé Randy Kramenauer sur la Kawasaki du Tati Team, et en l'espace de 6-7 virages, un demi-tour, donc 3 km, il a déjà 4 ou 5 secondes d'avance. Ça va très très vite. La différence de niveau est vraiment importante. C'est pas le pilote, c'est vraiment le pneumatique qui fait la différence à ce moment-là. Oui, c'est ce que vous expliquiez il y a quelques instants, William, c'est qu'il faut qu'il y ait le déclic à la fois de la performance du pneumatique sur la piste, mais surtout le déclic au niveau du cerveau du pilote, qui comprenne que cette fois là c'est bon, les conditions sont réunies, et une fois que le switch a été fait au niveau du pilote, on voit tout de suite que ça paye. Alors la tendance s'est inversée, toutefois on voit que quand même Chase Davis
arrive à maintenir le rythme à peu près. Il perd un petit peu de temps sur Nicolo Canepa, mais malgré tout arrive à garder un rythme suffisant pour garder la tête encore quelques tours. On se faisait la réflexion tout à l'heure lorsqu'on avait la Ducati, la Honda et la Kawasaki en tête. Les trois pilotes, Chase Davis, Leandro Mercado et Randy Krummenacher, sont des pilotes qui sont issus du championnat du monde Superbike. Et on sait que Pirelli est le manufacturier unique de ce championnat. Donc ça, c'est des pneus qu'ils connaissent par cœur et qui, dans ces conditions, ils connaissent les réactions des pneumatiques. C'est aussi pour ça qu'ils se sont détachés par rapport au reste du peloton. Et le pilote en piste le plus rapide, c'est Greg Black sur la Suzuki du CERT numéro 12, qui est en 1,56,5, donc à peu près 2 secondes et demie plus vite que le leader. Toutefois, il se retrouve à 48 secondes du leader parce qu'effectivement, ils ont fait un pit stop pour changer les pneus. Et c'est là la différence, en fait, finalement, avec le Yard, qui a choisi directement de passer en pneu slick. C'était risqué, mais on peut tout à fait envisager qu'à l'issue de ce premier relais, c'est-à-dire à environ 55 minutes, 1 heure de course, le Yard se retrouve en tête avec, sur ses principaux concurrents, c'est-à-dire la Suzuki numéro 12 ou la Honda FCC numéro 1, avec quasiment déjà une cinquantaine de secondes d'avance. Ce qui est énorme, hein, quand on sait qu'il y a des courses de 24 heures qui se sont terminées avec 20-23 secondes ou moins d'une minute. On sait que 48 secondes, pour aller les chercher, il va falloir prendre des risques pour les autres teams. Voilà, et vous voyez la prédiction sur le regroupement en tête sous le regard d'Éric Deseine à droite là sur l'écran, le directeur de Yamaha, qui regarde un petit peu tout cela. Et voilà, vous le voyez, la machine de tête, c'est la Ducati numéro 6, la Yamaha numéro 7 juste derrière, qui va en plus profiter de l'aspiration de la Ducati dans la ligne droite et qui va de fait prendre les commandes dans quelques instants de ce 86e bol d'or. Alors on vous disait que cette Yamaha, elle arborait des couleurs particulières avec les couleurs emblématiques de Yamaha, blanche, rouge et noire. Et bien c'est tout simplement pour célébrer les 25 ans de la machine sportive, la Yamaha R1, qui a été commercialisé il y a 25 ans. Donc voilà pourquoi sur ce 86e bol d'or, le team Yard numéro 7 roule dans ces coloris rouge, blanc et noir qui sont les coloris historiques de Yamaha. Allez, ça va être fait certainement, peut-être même au passage de la ligne de chronométrage, ce changement de leader entre la Ducati numéro 6 et la Yamaha numéro 7 dans quelques instants. Donc Nicolo Canepa va prendre le meilleur sur Chase Davis. Alors, on le sent très prudent, Nicolo Canepa, pas de prise de risque. Il aurait pu déjà doubler probablement il y a 1 ou 2 virages, mais il se précipite pas. Il reste derrière, regardez encore. Il devrait passer assez rapidement. Mais malgré tout, Chase Davis qui garde quand même un assez bon rythme, 57,4. Très bon chrono, 56,5 dernier tour pour Nicolo Canepa. On a discuté hier au soir avec David Checar, le coéquipier de Chase Davis, et il disait que finalement ils étaient très contents en fait de la moto de la Ducati, et avec les pneus, il disait on roule presque plus vite avec nos pneus de course qu'avec les pneus entre guillemets tendres pour essayer d'aller faire un chrono. Et il dit moi je suis confiant parce qu'on va avoir un très bon rythme en course. Alors effectivement là il y avait un choix un peu stratégique de pneumatique, mais en tout cas ça valide le fait que cette Ducati elle va de nouveau jouer aux avant-postes, et ça c'est une très très bonne nouvelle. Allez, à l'aspiration, voilà, et la Yamaha qui a quand même un petit peu de mal à déboîter la Ducati, mais ça va être effectif, voilà, à l'entrée de la courbe de signe. Changement de leader, Nicolo Canepa qui prend les commandes de ce 86e bol d'or. Et là il va pouvoir augmenter le rythme maintenant, il va essayer de se détacher assez rapidement du pilote anglais sur la Ducati. Regardez, déjà une bonne dizaine à 2 mètres d'écart. Attention à Chase Davis de bien analyser le fait que lui il est probablement, parce qu'on n'a aucune certitude en pneu mixte, et par contre que le pilote qui vient de le dépasser est en pneu slick. Il faut non plus pas commettre d'erreur. Oh. C'était osé. Il est revenu complètement dans la roue de Nicolo Canepa. Il a été gêné. Nicolo Canepa qui doit composer effectivement avec les motos qui étaient devant lui, alors que Chase Davis avait un petit peu la trajectoire dégagée.
On a vu aussi la Kawasaki du Team Bolliger faire un petit signe dans la ligne droite des stands pour passer, pour rentrer au stand probablement au prochain tour pour intervenir sur la montre pneumatique. Greg Black en piste qui est revenu déjà à la 8e place, mais toujours avec plus de 40 secondes de retard sur le leader, a réalisé le meilleur temps en course en 1,55,8, 2 secondes plus rapide que Nicolo Canepa. Nicolo Canepa qui est très prudent dans ses dépassements, il calcule tout, il essaye de faire le moins d'erreurs possible et de perdre le moins de temps possible. Et regardez la Kawasaki numéro 8 qui est assez facile derrière Chase Davis, qui était à la limite de le redépasser dans le virage avant la ligne droite du Mistral, dans le gauche rapide. Nico Toni au guidon de cette Kawasaki numéro 8. Et je crois même qu'il soit repassé. Est-ce que la Ducati aurait un petit souci? Regardez, on le voit à l'arrière-plan, la Kawasaki numéro 8 qui se fait vraiment pressante. Et Chase Davis qui lâche un petit peu. Alors on voit quand même que Nicolo Canepa, parce que bon, effectivement, tous les teams privés qui sont partis en pneu pluie par sécurité, eux, ils vont essayer d'aller au bout, quitte à perdre du rythme. Ils cherchent pas la performance, ils jouent la sécurité, du coup ils vont probablement essayer d'aller au bout. C'est pour ça qu'il y a autant de différence entre Nicolo Canepa qui est sur une moto officielle équipée en pneu slick avec les pilotes qui essayent de doubler. Alors, on a vu la Kawasaki numéro 8 qui rentre au stand. Certainement rentrer. Regardez l'écart entre la Yamaha numéro 7 et la Ducati numéro 6. Regardez déjà cet écart de plus de 2 secondes. Le pari était osé, mais le pari commence à prendre des allures de pari gagnant pour stop and go. Alors que s'est-il passé? En tout cas, il a été pénalisé là pour un stop and go. Alors est-ce que c'est dans la procédure de départ? Est-ce qu'il est sorti? Est-ce qu'il est repassé dans la voie des stands et qu'il n'a pas pu ressortir en temps et en heure? Peut-être tout simplement, vu qu'il avait un assez bon rythme sur le dernier tour, probablement qu'il est rentré au stand pour ravitailler et changer les pneumatiques, et que pendant le ravitaillement, enfin pendant la sortie de stand, il s'est passé quelque chose, ou un excès de vitesse. Par contre, il avait du mal à relancer le moteur de la Kawasaki numéro 8, alors qu'ici on suit Greg Black, le pilote de la Suzuki Yoshimura Multun numéro 12. Là, la piste elle est sèche. 54,5 pour Greg Black, ça y est, la piste est totalement sèche. Attention quand même aux taches humides pour les dépassements. Mais là, ça y est, il est dans le rythme. Et là, l'écart va être grandissant pour les pilotes qui ne sont pas en pneus slick. Florian Marino aussi qui est juste devant là avec la Yamaha du numéro 99 qui roule en 1,56,8 à 39 secondes du leader et qui est toujours avec sa montre pneumatique de départ. Très grosse performance de Greg Black en 54,5 comparé à la BMW d'Ilya Michalczyk en 57,3. Et la BMW numéro 9 du Team Tecmas qui est arrêté. Ouais, et on voit Kenny Forey qui est en train de revenir à la poussette. Alors là, c'est pas la bonne nouvelle du tout. Kenny Forey qui pousse la machine qui faisait figure d'épouvantail. Alors on sait que durant la semaine il y a eu quelques petits soucis. Il y a eu 2 casses moteurs, je crois. Ils ont cassé 2 moteurs dans la semaine. Voilà, deux moteurs cassés. Alors on espère que l'avarie n'est pas aussi importante parce que là ça voudrait dire abandon tout simplement. On espère que ça va être vite remis en place. En plus cette BMW numéro 9 que se partageaient Kenny Forey et Loïc Herbel qui était déjà sur la moto, qui avait remporté la catégorie Superstock au Mans, ont été rejoints pour la course par Loris Baz. Alors ça a surpris pas mal de monde. Loris Baz, pilote BMW en championnat du monde Superbike, qui était pilote de réserve sur la BMW numéro 36 jusqu'à hier. Et puis finalement, Erwan, il est venu compléter les rangs de cette numéro 9. Il est venu compléter les rangs et bon, j'espère qu'ils vont pouvoir réparer la moto en tout cas, puisque sinon Loris n'aura pas fait un tour.
Allez messieurs, on marque une courte pause et on se retrouve tout de suite pour la suite de ce 86e bol d'or. BKT, expert des pneus agricoles, vous présente la Ligue de BKT et ses talents. Nous sommes de retour sur le 86e bol d'or, ici sur le circuit Paul Ricard, alors que l'on suit la Yamaha 96 du team Moto 1. Mais on va tout de suite filer dans la voie des stands parce que, puisque l'on parle de Yamaha, eh bien ça tombe bien. Mylène est du côté du box de la Yamaha numéro 7. Massimo, quel début de course pour la numéro 7? C'était un petit peu compliqué, mais au final, ce choix de pneumatique semblait être le bon. Oui, le choix c'est bon, mais c'est le pilote qui est bon parce que tu dois faire le management les pneus secs avec Nicolas sait s'adapter. Oui, Nicolas, selon moi, c'est le meilleur pilote pour cette raison. Est-ce que vous allez avoir un arrêt dans quelques instants? Quelle va être la stratégie pour cette suite de course? La stratégie, c'est de choisir le bon pneu pour ces conditions de température, qu'il est un petit peu plus froid que dans les tests, mais nous avons des idées. Merci beaucoup Massimo. On le laisse repartir se concentrer parce qu'il nous a accordé cette petite interview et on sait que dans quelques instants, Nicolo s'arrêtera au box. Allez, et attention parce que le premier incident vient de se produire. Vous l'avez vu en double fenêtre lorsque Mylène était dans le stand de la Yamaha numéro 7. Je crois qu'il y a eu un contact, semble-t-il. On a vu une deuxième moto, mais c'est Javier Forés, le pilote de la Ducati numéro 6, qui venait de prendre son relais sur Chas Davis, qui est tombé. Et on sent l'Espagnol, ouais, vous le voyez, l'Espagnol qui boite bas. Et on espère qu'il va pouvoir, malgré tout, pouvoir repartir. Mais je dirais que dans son malheur, il a un petit peu de chance, l'Espagnol, c'est qu'il est du côté du virage du pont, c'est-à-dire juste en face de la voie des stands. On va voir s'il va pouvoir ramener sa Ducati, mais vous le voyez, il est pris en charge par le service médical. Et ça, c'est vraiment la très mauvaise nouvelle pour la Ducati numéro 6 qui commençait à faire un début de bol d'or parfait. Et là, malheureusement pour lui, Javier Forés eh bien, est évacué par le service médical. Vous le voyez, la moto a quelque peu souffert, mais c'est pas non plus dramatique. Et on a pris du côté de la direction de course eh bien, la décision de neutraliser pour l'instant le 86e bol d'or avec une procédure de safety car. Oui, et ce safety car qui va resserrer tous les pilotes de la tête de course, qui vont les ramener quasiment les uns juste derrière les autres, parce qu'on voit justement derrière ce safety car la numéro 37, qui est une des motos prétendantes à la victoire, qui est seule. Donc ça veut dire que toutes les autres machines sont dans le premier safety car. Alors ce qui est bizarre, c'est que la 37 est devant la 11. Regardez la 7. Ah non, la 7 qui va peut-être rejoindre, qui est encore dans le rythme. Ça veut dire qu'il est peut-être passé juste avant le safety car et qui va revenir dans le même safety car, mais en queue de peloton, de la BMW numéro 37. Donc ça veut dire des belles affaires pour la Yamaha. On va attendre effectivement que les groupes, on rappelle que cette procédure de safety car, donc de voiture de sécurité, est mise en place lorsqu'il y a un accident et qu'on considère que les conditions de sécurité ne sont pas optimales. Donc en fait, on envoie 2 voitures de sécurité qui sont à des endroits différents du circuit, à des endroits qui sont stratégiques. Donc on coupe le peloton des participants du bol d'or en 2. Et ensuite, eh bien, les machines, vous le voyez, vont se ranger les unes derrière les autres. Il y a bien évidemment interdiction de doubler la voiture de sécurité. Tant que cette voiture allume ses feux, vous le voyez sur le pavillon de la voiture, les feux clignotent. Donc ça veut dire que la neutralisation de la course est effective. Et l'avantage, eh bien, c'est que ça permet au commissaire de piste de pouvoir travailler sur l'intervention dans on va dire dans un confort de sécurité un petit peu plus maximal que si on laisse passer les motos avec simplement un drapeau jaune pour prévenir du danger. Alors on revient sur la chute notamment de Forés qui est, je pense, a fait une erreur en fait. Ça faisait seulement 3-4 tours qui venaient de rentrer, donc c'est toujours un moment particulier pour un pilote quand on prend le guidon et que c'est son premier relais. Donc je pense qu'il a fait une petite faute d'attention tout simplement. Oui, puis probablement que ça arrivait, alors à vérifier avec les images, mais
vu de là où il s'est arrêté, c'est peut-être arrivé justement dans le virage à gauche. Et qu'on sait qu'il y a très peu de virages à gauche sur le circuit du Castellet. Donc peut-être une mise en régime de pneus qui n'était pas encore optimale. Voilà, donc le temps de prendre la mesure de la piste, le temps aussi de s'adapter. C'est une course de 24 heures. Il faut à la fois être très rapide. Vous savez qu'il n'y a pas eu de warm-up ce matin. Donc il faut se mettre dans le rythme tout de suite. Les pilotes n'ont pas roulé depuis hier matin. Donc ça fait 24 heures de pause finalement. Donc les automatismes doivent revenir tout de suite. Et là, il y a peut-être eu une petite erreur de ce côté-là de concentration, d'analyse. Sans compter aussi que c'est possible que le pilote qu'il a tenté de dépasser, lui était en pneu pluie en fait, donc sur un rythme beaucoup moins élevé que lui, et du coup il a peut-être pas assez évalué la différence. Et oui, parce que là on était encore justement dans la phase où les premiers ravitaillements avaient lieu, les pilotes commençaient à rentrer, et bien sûr tous ceux qui vont rentrer vont chausser les slicks maintenant, c'est évident, mais par contre il y a encore des pilotes qui sont en pneus pluie alors que les pilotes leaders sont plutôt des gens en slick. En pneus pluie détruits, puisque très usés, puisque c'était la fin de relais pour c'est non. Alors vous le voyez sur cette image aérienne, un groupe derrière la première voiture de sécurité assez important. Regardez, là il y a énormément de monde. Alors donc il y a la 37, la BMW, qui. C'est très simple. Vous avez Nicolo Canepa, donc avec la Yamaha numéro 7, qui a un demi-tour d'avance sur la 333, la numéro 4 et la numéro 12. Et la numéro 1, et qui passe sur un tour avec la 96 et la 37. Voilà. Donc ça fait un bel écart dès le début de course, qui a été provoqué par la Yamaha du Yacht en mettant les slicks dès le départ. C'était une prise de risque, mais au final, entre la vitesse de séchage de la piste plus le safety car, a été vraiment... Donc, pour résumer ce que vous venez de dire William, et par rapport à ce qu'on a vu visuellement, la BMW numéro 37, la Yamaha numéro 7 et la Kawasaki numéro 11 sont dans le même safety car. Exactement. Donc on est dans le même safety car, ça veut dire qu'il y a un tour d'écart. Alors il n'y a pas tout à fait un tour parce que la numéro 7 est au fond du safety car. Donc il y a peut-être 3-4 secondes d'écart. Forcément il va perdre un petit peu de temps, le temps de dépasser les pilotes qui les séparent. Mais c'est quasiment un tour, ce qui est beaucoup. Et regardez, sur cette image, là on voit, regardez, il a dû probablement tomber à l'accélération du gauche, et que la vitesse en fait l'a amené jusqu'à la fin de freinage du virage à droite. Et vous voyez, c'est la particularité du circuit Paul Ricard avec ces bandes de couleurs, les bandes bleues et les bandes rouges. Ce sont des bandes qui avaient été aménagées pour freiner progressivement les voitures à l'époque, puisqu'on parlait de circuit de test de Formule 1. Et de fait, comme les parties de dégagement sont praticables, on a coupé le circuit pour permettre au commissaire de piste de travailler correctement. La machine de tête qui s'arrête à son stand, et là par contre qui va reperdre un petit peu de temps, puisque là elle va devoir attendre que la voiture de sécurité suivante lui permette de reprendre la piste. Alors d'un autre côté, il n'y a pas de pression pour le ravitaillement, puisque de fait on n'est pas compté par le temps, mais par contre elle va être obligée de s'arrêter au bout de la voie des stands. Oui, elle va repartir donc derrière le safety car initial, le deuxième safety car, donc qui va se retrouver de nouveau avec la 333, la 4, la 12 et la numéro 1, mais par contre, eux ils auront ravitaillé. Donc c'est quand même un avantage. L'inconvénient, l'avantage de ravitailler derrière un safety car, c'est qu'au lieu d'avoir 50 secondes à peu près, pour ravitailler, souvent on a beaucoup plus de temps, parce qu'on a regardé, il patiente, il est obligé de patienter parce qu'il y a le feu rouge. Donc ça laisse plus de temps au team pour réparer quelque chose ou faire un check-up de la moto, mais vu que c'est le début de course, il n'y a rien à faire, donc là forcément c'est un peu plus délicat. L'inconvénient, c'est les pneumatiques. C'est que là les pneumatiques vont refroidir, donc il part en pneus neufs, les pneumatiques vont refroidir, et surtout c'est qu'ils vont continuer à refroidir derrière le safety car, ce qui va rendre un petit peu la mise en régime un petit peu plus délicate quand le safety car va rentrer. Allez, on va suivre ça avec évidemment intérêt. Et du coup, alors c'est Nicolo Canepa qui a laissé le guidon au brassard jaune. Donc dans cette équipe, c'est Marvin Fritz qui va donc s'élancer
ensuite sur ce 86e bol d'or. Alors là, c'est sûr que ouais, il est en train de bouillir là, le pilote là sous le voilà. Donc vous le voyez, on l'a vu hein, sur l'arrière de l'image, on a vu la voiture de sécurité qui passait et on va ouvrir une fois que les dernières motos seront passées, on va passer le feu au vert et il y aura seulement 10 secondes avant que la voie descente se referme. Et là pour la Kawasaki du team Tati Team Beringer, vous le voyez, hop, ça y est, Marvin Fritz qui sort et j'ai bien peur que Hugo Claire, voilà, c'est fini. Ouais, il va pas pouvoir sortir. Et regardez l'image. On a également Kenny Forey qui revient à la poussette. Ah là, l'image, elle est terrible avec la numéro 7 qui prend la piste et la BMW numéro 9 qui rentre à la poussette. Là, si la Tati Team numéro 4 avait réussi à sortir, c'était tout bénéfique pour eux. Hein, parce que le temps qu'il était que Marvin Fritz était resté coincé au feu rouge, s'il avait pu ressortir avec lui, il avait gagné probablement 20 ou 30 secondes sur son relais. Ah. Ça se joue vraiment à pas grand chose, mais la position dans le groupe qu'il occupait en fait tout simplement parce qu'on n'a pas le droit de se doubler. Même pour le Yard, hein, parce que là la piste va être rapidement nettoyée, le safety car ne devrait pas rester longtemps et finalement à 2-3 tours près, s'ils avaient pu rester derrière le safety car et rentrer vraiment au moment où le safety car sortait de la piste, finalement ça aurait pu être hyper bénéfique pour le Yard parce que finalement ils auraient pu à la fois rentrer au dernier moment, ne pas devoir s'arrêter en bout de stand pour attendre le safety car d'après, et surtout c'est que le pilote d'après allait pouvoir repartir avec des pneus chauds, neufs, et donc être performant tout de suite. Et regardez hein, cette image avec Kenny Forey là, qui ramène à la poussette la BMW numéro 9 qui a subi un problème mécanique. On voit au loin sur l'image les mécaniciens qui l'attendent à l'entrée de la voie des stands. Alors on n'a pas de nouvelles pour l'instant, hein. On n'a pas eu d'autres nouvelles de Javier Forés, le pilote de la Ducati numéro 6. On l'a vu qui était pris en charge par le service médical. Mais après il peut venir rechercher sa machine pour la ramener au stand pour la réparation. Et on revoit hein, sur ces images au ralenti les passages de ce début de course avec ici Chas Davis et Leandro Mercado au moment où justement la balance penchait du côté des pneumatiques intermédiaires et qui leur permettait justement d'être aux avant-postes. Mais depuis, eh bien, vous l'avez compris, les choses ont évolué, qui plus est pour la Ducati qui malheureusement vient de chuter visiblement assez lourdement pour le pilote. Alors encore une fois, hein, je vous le rappelle, au niveau du règlement, le pilote peut être amené au centre médical pour observation et si les médecins considèrent qu'il est OK, bien ensuite il peut faire le choix de revenir vers sa moto, ramener sa moto au stand pour réparation. Malheureusement, évidemment, ça prend énormément de temps et ça condamne, je dirais, la course aux avant-postes pour cet équipage, malheureusement. Et la 330. Et on va tout de suite filer dans les stands où Mylène nous attend. Et je crois que vous êtes avec Nicolo Canepa, Mylène. Exactement, Nicolo. Bon début de course, c'était un bon choix ces pneus. Et puis vous avez surtout su vous adapter à cette piste. Oui, au début c'était difficile parce que la piste c'était vraiment mouillée, mais je savais qu'il avait de la température et que la piste ça allait sécher vite. Et donc au début c'était un peu difficile, mais après c'est bien marché, la moto était magnifique et je pouvais aller vite et prendre la tête de la course. Là, quand vous vous êtes arrêté, je vous ai vu un peu frustré, vous êtes arrêté au mauvais moment, l'essence est arrivée à un moment où il fallait pas quoi. Oui, dommage pour la safety car parce qu'on avait pas mal d'avantages sur les autres, mais on a tout perdu maintenant, mais c'est comme ça, la course c'est très très longue, donc c'était bien, c'était sympa de faire les premiers relais et là on repart à zéro avec les autres. C'est difficile, on pense à quoi? C'est toujours difficile, mais on essaie de faire notre mieux pour gagner la course. Merci Nicolo, qui garde le sourire quand même, merci. Bah oui, hein, c'est le début de l'épreuve. Hein. Il y a encore beaucoup de temps à parcourir, bien évidemment. Et il peut se passer aussi énormément de choses. Ouais, et tout ce choix stratégique, cette prise de risque de la Yamaha numéro 7 sur le départ en partant en slick, finalement a été gommé intégralement par le safety car.
pour finalement quelques tours, s'ils avaient pu rester en piste un petit peu plus longtemps, mais malheureusement c'est intervenu à un moment où ils devaient ravitailler et le temps qu'ils ont attendu au feu rouge, ils ont perdu toute leur avance pour finalement se retrouver dans le peloton. On voit la Suzuki numéro 12 du CERT qui est dans le même peloton que la Honda FCC numéro 1 et la moto du Yard, mais la moto du Yard est derrière. Donc il va falloir doubler les retardataires et essayer de reprendre l'avantage. Mais là, tout le monde est en slick. Tous les problèmes remis à plat, on va dire. Remis à zéro. Et vous le voyez, sur la voiture de sécurité, les feux sont toujours clignotants. Donc la neutralisation est toujours en cours. On est reparti pour au moins un tour de neutralisation, alors que effectivement la Ducati numéro 6 a été évacuée du côté de la zone technique. Donc encore une fois, on vous le rappelle, le pilote de la numéro 6 a été pris en charge par le service médical. On va regarder s'il est apte à repartir. Il peut décider de lui-même d'aller rechercher sa machine et de la ramener à son stand pour la réparation. Maintenant, on est en début d'épreuve et si d'aventure Javier Forest devait dire non, je suis obligé d'arrêter, je ne suis pas certain qu'on fasse l'intégralité du bol d'or à deux pilotes, même si au siècle dernier c'était le cas, on roulait à deux pilotes, mais aujourd'hui les contraintes sur les motos R1 sont telles que ça devient vraiment une épreuve de force à deux. C'est vraiment difficile effectivement d'envisager une course à deux, surtout des courses comme celle-ci maintenant, très disputée avec pas mal d'incertitudes et pas mal d'attaques. Et on voit Greg Black qui se laisse dépasser dans le safety car. Est-ce qu'il a accéléré et reprend sa place? C'est possible. Les pilotes derrière les safety car essayent de remettre un peu de rythme sur un ou deux virages pour refaire monter les pneus en température et après reprennent leur position. Mais attention de ne pas se faire dépasser, attention de ne pas dépasser. Si vous faites ça devant un commissaire, ça peut être sanctionné. Et vous le voyez, les pilotes qui essayent de s'effacer au maximum pour au niveau aérodynamique. J'ai l'impression que les feux sont... Alors cette image aérienne, à moins qu'elle soit trompeuse avec les reflets du soleil, mais j'ai l'impression que les feux de la voiture de sécurité sont éteints. Ce qui voudrait dire qu'on se dirige doucement mais sûrement vers la fin de cette Ah non. Voilà, comme ça c'est clair. L'image parle d'elle-même. Ah oui, je pense qu'en fait, vu de dessus, on n'a pas la visibilité sur la rampe de feu, effectivement. Et je disais donc que les pilotes sont en train de s'effacer pour grappiller des petits kilomètres/heure et donc jouer aussi avec la consommation. Et ça fait un petit moment que ça dure, cette neutralisation. Ça fait déjà peut-être, on n'est pas loin du quart d'heure là maintenant. Et donc pour revenir un petit peu au classement, pour information, déjà toutes les machines ont fait un premier ravitaillement. Alors certains dans le safety car, pour d'autres comme la Honda FCC et puis la Suzuki du CERT ont ravitaillé à mi-relais parce qu'ils devaient changer de pneumatique pour passer des pneus plis aux pneus slick. Donc eux ils sont en décalage un petit peu, mais pour l'instant donc on a les trois machines de tête qui sont derrière le même safety car, donc qui sont à quelques secondes d'intervalle. Dans le deuxième safety car, on a un groupe avec donc la Yamaha numéro 14, la BMW numéro 37 et la Kawasaki numéro 11 et même la Yamaha numéro 99 qui sont donc empaqués derrière dans le deuxième safety car. Et voilà, et on voit les lumières du safety car qui se sont éteintes et donc qui vont probablement rentrer qui devraient rentrer assez rapidement. Donc prochain tour, prochain passage pour redonner. Donc là, toute la difficulté pour le pilote, c'est de réussir à reprendre un rythme très rapidement sans se mettre en danger, parce que là les pneumatiques qui ont des températures de fonctionnement autour de 110-120 degrés sont probablement redescendus autour de 35, 40, 45 degrés avec le nombre de tours au ralenti, et donc il va falloir refaire monter les pneus en température. Tout le temps où ils sont froids, les pilotes sont en danger, et malgré tout il faut quand même attaquer pour les solliciter pour refaire monter les pneus en température sans prendre de risques et de tomber. Voilà, c'est relancé, on voit sur ce rythme de moto là qui est relâché. Alors eux ils vont avoir l'avantage, c'est de parcourir tout de suite la ligne droite d'1,8 km. Donc là ça va remettre un petit peu de température dans les pneumatiques. Alors dans ce groupe, qui a-t-on? La 333 justement, la 4 c'est la machine du Tati Team Béringer.
et on va donc repartir. Voilà, on a ici Randy Krummenacher en interview par le signal international, mais on va revenir effectivement à la course avec ce restart, cette procédure de neutralisation qui a été enfin levée et la course reprend ses droits. On va surveiller qu'il n'y ait pas d'erreur. Ici, c'est Randy Depugné sur la Kawasaki numéro 11 qui repart. Et cette Kawasaki numéro 11, normalement, elle était dans le même groupe que la BMW, si je me rappelle bien, et la Yamaha numéro 7. Avec Gauquer qui est parti très vite. Il a dépassé la 333 à Florian Alt assez facilement. C'est toujours des moments un peu compliqués, les restarts de safety car comme ça, parce que les pilotes roulent en paquet. Et quand on fait partie, on va dire, des leaders, des fois on peut être amené à prendre des risques, à tenter des coups. Et tout le monde n'est pas sur le même rythme, donc c'est compliqué. Et c'est le cas de Greg Black. Tout de suite, il était aux avant-postes dans le safety car. Et enfin, il avait quelques pilotes à doubler, mais il était devant la numéro 1 et la numéro 7. Et il a mis tout de suite du rythme. Et il a réussi à creuser un tout petit écart avec 4 secondes d'avance sur Mike DiMeglio, 7 secondes sur la Yamaha numéro 7 pilotée par Mervyn Fritz. Donc on sent que Greg veut essayer de creuser un petit écart. Regardez, là il est seul, il a dépassé déjà tous les pilotes qui étaient dans son safety car. Et maintenant il a la piste libre parce que les autres pilotes qui sont derrière l'autre safety car ont un demi-tour d'écart. Donc il a la piste libre probablement pendant 1 ou 2 tours. Ça va lui permettre d'essayer de prendre un petit peu d'avance. En plus on l'avait vu tout à l'heure, quand il a chaussé les pneus slicks, c'était le pilote le plus rapide en piste. C'est une de ses forces, à Greg Black, notamment un pilotage très agressif, très soutenu. Prendre des risques, il sait le faire. Et pour l'instant, je regardais un petit peu les écrans, mais Greg Black et Mike DiMeglio sont les deux seuls pilotes qui sont toujours en piste alors qu'ils ont pris le départ. Oui. Ils ont été sollicités, ils vont faire quasiment un double relais d'entrée. Un relais et demi, parce que finalement ils ont fait qu'un demi-relais, mais c'était le risque. On sait que de toute façon quand on part, quand les pilotes partent avec des pneus pluie sur une piste séchante, il y a quand même 9 chances sur 10 pour qu'ils doivent repartir. On voit sur le dernier tour, enfin donc le premier tour derrière le safety car, et c'est là qu'on voit le gros écart de Greg Black, 1,57,8 en comparaison quand il a fait son meilleur temps en course avant le safety car en 1,54,5. Il y a 3 secondes 3 d'écart entre son meilleur temps, le record du tour donc, et le premier tour derrière le safety car, contre Mike DiMeglio donc en 2,00 et Marvin Fritz en 1,59,3, c'est-à-dire qu'il est plus de 2 secondes plus vite que ses concurrents, juste sur le tour de mise en place. Là où vous savez qu'il est très difficile de gagner 2-3 dixièmes par tour quand tout le monde est dans le rythme, tout le monde a les pneus chauds et que tout va bien, quand on peut gagner comme ça 2 secondes finalement sur un tour, c'est hyper important. Alors William, je vous coupe un instant parce qu'en fait on va aller dans la voie des stands parce que Mylène est du côté de chez Ducati justement et elle va certainement nous donner des nouvelles de ce qui se passe malheureusement dans le stand de la belle italienne. Alors justement, figurez-vous que je cherche des informations, mais comme moi, tous les gens qui sont ici n'en ont pas, parce que pour le moment, j'ai même échangé avec David Checa Carrera, qui est un des pilotes de la numéro 6. Je lui ai demandé un peu ce qui se passait. Il me dit, même moi, je suis comme vous, je n'ai aucune information. On sait juste qu'il a chuté. On n'a pas vu d'image et pour l'instant, le team manager est parti avoir plus d'informations. De son côté, David reste en tenue. Il attend d'avoir plus d'infos comme nous. Dès que j'en ai, promis, je reviens vers vous. Merci Mylène. Voilà, donc on est toujours en attente d'informations et du pilote et de la machine du côté du team Ducati. William. Et ça y est, donc le rythme de course est imposé à la fois par Greg Black, 1,54,7. Mike DiMeglio derrière, 1,55,3. Probablement prochain tour, il sera en 54 également. Marvin Fritz, 1,55,3.
On a également Ilya Michalczyk avec la BMW numéro 37, un N55-2, une 55-8 pour Randy Depugné, qui a dû probablement partir dans la roue de Michalczyk et qui doit être le couteau entre les dents pour essayer de suivre. Bon poisson pilote. Ah, oui, mais c'est souvent le cas. Le fait que les safety cars regroupent les pilotes, ça permet aussi de repartir avec un concurrent et de se mettre dans le rythme, de réussir à garder le contact. Et c'est une motivation supplémentaire. Et surtout, c'est moins de fatigue, parce que quand on est derrière, enfin Erwan, vous allez confirmer, on fatigue quand même moins. Ah oui, c'est une fatigue en moins. Ça nous permet justement de nous remettre dans le rythme et ça nous pousse et aussi ça nous permet de passer le temps plus vite. C'est-à-dire que quand on roule derrière quelqu'un, on ne se rend pas compte du relais. Donc ça, c'est vraiment un avantage en termes de fatigue. Durant la nuit, je me souviens dans le passé, hein, si je puis dire, il y a un an, des fois j'étais amené à suivre des pilotes et on ne voit pas les relais passer, quoi. Oui, puis il y a aussi le phénomène d'aspiration qui vous permet aussi, même si vous faites mettre un dixième ou deux dans le dernier virage ou dans le dernier secteur, ça vous permet de revenir au contact. Tout est beaucoup plus facile. Il faut simplement trouver la bonne personne. Hein. Le bon poisson pilote. Alors, le bon poisson, hein, souvent, moi j'étais très souvent avec Greg Black hein, durant de nombreuses années. Quand on se voyait dans le paddock, alors on va encore rouler ensemble cette nuit et on se tirait la bourre. Hein. À l'époque, c'était marrant. C'est un pur hasard, hein, on est d'accord. Hein. Enfin, vous vous attendez pas pour pouvoir rouler ensemble. C'est qu'en fait, il se trouve que vous vous retrouviez ensemble systématiquement. Exactement. Toutes les courses. Allez, on va se quitter quelques instants, messieurs. On marque une courte page de pub et on revient très vite ici au Paul Ricard pour la suite de ce 86e Bol d'Or. À tout de suite. Coupe du Monde, les 3 glorieuses du 15 de France. Un documentaire inédit de Sébastien Tarago et Jules Bianrossa, lundi 21h05 sur la chaîne L'Équipe. La suite des grands lives avec notre événement fil rouge, la 86e édition du Bol d'Or. 1h17 de course. On va faire un point rapide sur les positions, prendre des nouvelles de la course et on filera ensuite prendre des nouvelles cette fois de nos volleyeurs qui vont disputer la petite finale de l'Euro face à la Slovénie. Eric Sélis avec William Coste et Erwan Nigon au commentaire. On vous le rappelle depuis le départ à 15h. Rapide point sur les positions et un premier rebondissement qui concerne la Ducati numéro 6, Eric. C'est tout à fait ça, Messaoud. Eh bien, on l'a vu hein, juste avant la coupure. C'est toujours la Suzuki, évidemment, qui mène les débats. La Suzuki numéro 12, devant la Honda numéro 1, qui est en tête du championnat du monde, et la Yamaha numéro 7, qui a fait ce pari très agressif en début d'épreuve, qui est en 3e position. Et effectivement, le premier rebondissement, eh bien, c'est la chute de Xavier Forés au guidon de la Ducati numéro 6. Et cette Ducati, elle a été rapatriée au stand et les mécaniciens ont commencé les réparations. Direction le stand justement, puisque Mylène y est pendant qu'on voit les malheurs du pilote espagnol. Mylène, on s'affaire, est-ce qu'on est sur le point d'en finir sur les réparations du côté de la Ducati? On s'affaire, mais ça c'est le mot. Je peux vous dire qu'en tout cas, il y a beaucoup de monde derrière eux. On entend des applaudissements pour les motiver. Ce qu'on a vu, en tout cas, démonter sur cette moto, enfin, ce que j'ai pu observer, c'est on a enlevé le réservoir, on a enlevé le carénage, on va changer la fourche aussi. On est en train de la changer. Vous voyez, juste devant vous, avec les images de Jérémy. La nouvelle fourche est à votre gauche et à droite, ici, on voit encore l'ancienne. On va aussi également changer la bride arrière. Je ne sais pas si vous pouvez l'apercevoir, c'est la partie en bleu à l'arrière de la moto. Donc pas mal de travail sur cette moto, mais l'équipe est motivée et les gens derrière eux les encouragent. Donc voilà, ils s'activent au maximum. Premier coup de théâtre dans cette 86e édition. On y revient dans un instant avec toute l'équipe en place aux commentaires de cette 86e édition pendant qu'on voit les highlights. Et nous, on montrera la chute malheureusement et l'accident pour l'Espagnol sur la Ducati numéro 6. On prend des nouvelles de nos volleyeurs. On les avait quittés assommés par l'Italie en demi-finale. C'était vendredi. Eh bien, on les retrouve aujourd'hui lors de la collation image de Charlie Fort Boursereau, notre envoyé spécial, avec Corentin Roland. Les Bleus qui sont remobilisés pour aller chercher une médaille. C'est un enjeu majeur pour cette équipe de France qui prépare Paris 2024. C'est la dernière grande compétition avant Paris 2024 et les Bleus qui veulent absolument aller chercher une médaille. D'ailleurs, sur la scène européenne, ce serait une première depuis le titre qu'ils avaient remporté en 2015. C'est vous dire l'importance de cette petite finale face à la Slovénie. On va retrouver Charlie Fort Boursereau avec Genia Grebenikov qu'on aperçoit justement à l'instant lors de la collation. Charlie Fort Boursereau et ensuite on retourne au Castellet pour le Bol d'Or. Des nouvelles de notre équipe de France avant cette petite finale face à la Slovénie.
Eh oui, mais Saoud, forcément, il a fallu se remobiliser à moins de 48 heures de la désillusion face à l'Italie. Genia, bonjour. Racontez-nous comment va le groupe. On imagine que la journée d'hier a forcément dû faire du bien. Ça fait du bien, c'est vrai que dans des compétitions comme ça, on n'a pas l'habitude d'avoir un jour de repos entre la demi et la finale ou la petite finale. Du coup, hier, voilà, ça nous a permis pour certains d'aller en musculation et pour d'autres d'aller faire un petit peu de volley, toucher la balle. On s'est reconcentré, on a parlé avec le groupe ce matin, on a fait une séance vidéo et voilà, là on est prêt pour cette petite finale. C'était l'objectif affirmé avant le début de la compétition, une demi-finale avec si possible une médaille de bronze. On est quand même dans les clous de cet objectif. L'objectif c'était d'aller le plus loin possible, voir match après match où ça pouvait nous emmener. On rate le coche en demi contre les Italiens face à une grosse équipe contre l'Italie, donc pas de regrets sur ce match-là parce qu'ils étaient vraiment meilleurs que nous et là il va falloir sortir un gros match face aux Slovènes. Ça reste une médaille de bronze, donc c'est important pour le palmarès de l'équipe, pour le palmarès individuel et pour tout le travail qu'on a réalisé cet été. Voilà, on n'a pas envie de repartir avec cette 4e place qu'on a eue en 2019. Vous avez fait une dernière séance vidéo en début d'après-midi. Est-ce que vous avez su identifier un petit peu quelles étaient les clés pour affronter ces Slovènes ? C'est vrai qu'on les a joués au tournoi Wagner il n'y a pas si longtemps que ça, on avait gagné 3-1. Voilà, là c'est un match qui compte, c'est un match qui se joue pour une médaille, donc il y aura de la pression, il y a un enjeu. Voilà, on a analysé les petites choses qui n'ont pas été en notre faveur durant le match amical, mais là je pense qu'on est prêts, on est tous très agressifs et envie d'en découdre avec ces Slovènes. Merci beaucoup Genia. Objectif médaille de bronze pour les Bleus dans un peu plus d'1 heure. Accompagne cette équipe de France. Charlie, merci beaucoup avec Genia Grebenikov, 17h20 pour la prise d'antenne pour cette petite finale de l'Euro de volley. On reste sur le bol d'or. Vous avez aperçu les highlights, comme on les appelle, le résumé de ce qui s'est passé pendant la première heure de course. Et nous, on est toujours en direct avec la Ducati numéro 6 qui nous a offert le premier rebondissement de cette course. Eric Sélis avec William Coste, Erwan Higon. On y retourne. C'est l'événement fil rouge de ce week-end. Le bol d'or, 86e édition. Les rapports, allez, pour ceux qui auraient raté la première heure, quels enseignements on tire de cette première heure et 20 minutes de course sur le rapport de force entre les différentes écuries? Question intéressante, mais Saoud, et surtout question pour l'instant à laquelle on peut dire que tout a été remis en cause justement par la neutralisation suite à la chute de la Ducati, parce que actuellement on suit à l'image la Yamaha numéro 7. C'est elle qui avait fait on va dire le pari le plus risqué, mais le pari gagnant jusqu'à présent, puisqu'elle était partie en pneumatique slick sur une piste qui était encore très humide, et elle avait tiré parti de cet avantage et de cette tactique très risquée mais payante finalement. Et malheureusement, la chute de la Ducati numéro 6 entraînant la neutralisation de l'épreuve, et la numéro 7 elle a perdu tout son avantage parce qu'elle s'est retrouvée coincée dans la voie des stands pour attendre le groupe avec lequel elle devait repartir, et de fait ça a totalement relancé l'épreuve, puisqu'elle avait globalement 40 à 50 secondes d'avance comme l'avait expliqué William Coste, et là elle se retrouve maintenant avec tous ses principaux rivaux aux avant-postes de la course, puisqu'on a pour l'instant en deuxième position la Kawasaki numéro 11, la Honda numéro 1 est là aussi. Bref, au jeu des arrêts ravitaillement, puisque la Suzuki numéro 12 qui occupait la tête de l'épreuve, il y avait alors je vais finir après, mais par contre on va tout de suite refiler du côté de la voie des stands parce que Mylène nous attend. Grosse information à venir, Mylène. Grosse information, messieurs, en effet, la Ducati numéro 6 ne repartira pas. C'est le team owner, le directeur de la team qui vient de me le confirmer. Pourquoi? Tout simplement parce que le cadre est fissuré. Vous le voyez ici, vous avez l'image. Le cadre est fissuré et dans ce cas-là, du coup, la moto ne peut être réparée et ne peut donc repartir. Du côté de la chute, on en sait un petit peu plus. Le pilote va bien. Et il a chuté tout seul. En fait, il venait de passer les pneus slick et il pense qu'il y a une chute liée à peut-être une flaque d'huile ou alors une flaque d'eau. On ne sait pas trop, on pencherait plutôt pour de l'eau. Mais voilà, donc du côté du team, c'est la déception, je dois vous le dire. On est dans les coulisses d'ailleurs, on a tous les mécanos qui sont derrière nous, qui se checkent, etc. C'est sûr que c'est toujours un moment un peu difficile.
Oui, effectivement. Merci Mylène. Effectivement, c'est le premier gros rebondissement, outre la chute, bien évidemment, William. C'est donc désormais le premier abandon officiel. Cette Ducati numéro 6 quitte la scène du 86e Bol d'Or. Oui, vraiment une déception pour cette équipe qui, on rappelle, avait failli gagner l'année dernière déjà avec à 2 heures de course de l'arrivée. Ils menaient la course vraiment très facilement avec un énorme rythme. Et là, c'est probablement une catastrophe. Maintenant, c'est une chute. C'est probablement une mauvaise analyse de la trajectoire. Peut-être une tache d'eau, tache d'huile, j'y crois pas. Non. Sinon, il y aurait eu quelque chose. L'huile, ce qu'ils ont mis, l'absorbant dessus, c'était essentiellement dû à la chute et que ça avait probablement cassé le carter. Mais impossible qu'il soit tombé dessus. Mais par contre, effectivement, c'est de la déception pour toute l'équipe parce qu'on sait que c'est que 4 courses par an et abandonner au bout de seulement 1 heure de course, c'est difficile pour toute l'équipe. Ouais, surtout après, effectivement, comme vous l'aviez rappelé, William, la prestation faite l'an passé. Ilan Michalczyk qui est en train de répondre à l'interview de la réalisation internationale qui explique que le début de course a été un petit peu compliqué. Il fallait trouver le rythme par rapport à l'état de la piste, mais qu'au fil des tours, ça a été de mieux en mieux. Puis on rappelle qu'au niveau du règlement, pour expliquer à nos téléspectateurs, c'est que la moto, on peut la réparer sur certains points, mais il y a des points qui ne peuvent pas être changés, des points par rapport au règlement, les carters moteurs et le cadre. Évidemment, quand le cadre est fissuré, on ne peut pas changer de cadre, donc c'est pour cela que la Ducati abandonne. Oui, c'est assez rare de casser le cadre. En général, c'est ou sur une collision, ou ça tape un rail ou quelque chose, et là, ça endommage vraiment. Là, c'est vraiment probablement un mauvais coup de chance. Mais bon, malheureusement, ça arrive. Et un cadre, oui, effectivement, on n'a pas le droit de le changer, pas le droit de le réparer. Alors que un moteur, finalement, si le carter moteur n'est pas cassé, et qu'il faut changer un vilebrequin ou changer des soupapes ou quelque chose, ils peuvent intervenir. Alors forcément, ça prend beaucoup de temps. Mais il y a des teams qui sont là par passion et qui ont vraiment envie d'aller au bout de leur rêve. Et donc, du coup, ils sont capables d'intervenir même sur un moteur. Donc, c'est une grosse déception et pas grand chose à faire. Grosse déception, c'est sûr, pour Ravi Forest, qui, je le rappelle, l'année dernière avait fait une course absolument incroyable. Il avait notamment réalisé le meilleur tour en course en 52,9, ce qui est extrêmement rapide en termes de rythme de course. Oui, parce qu'on en est loin pour l'instant. Effectivement, je pense que le fait qu'il ait plu ce matin a dû un peu effacer il y a eu une perte de grippe, effacer la gomme qu'il y avait. Donc du coup, la piste n'est pas si rapide que prévu, je pense. Elle va s'améliorer probablement au fil des tours, mais c'est vrai que pour l'instant, le rythme est un petit peu moins rapide que celui de la saison passée. Et d'ailleurs Alain Teucher, puisqu'on parle de rythme, Alain Teucher sur la Honda FCC numéro 1 qui vient de réaliser le tour précédent, le meilleur tour en 1,54,1, c'est-à-dire à 1 seconde 2 finalement du record du tour de l'année dernière. Mais ça descend tour après tour, c'est un coup la Honda numéro 1, un coup la Suzuki numéro 12, le rythme augmente au fur et à mesure. Alain Teucher qui par ailleurs réalise une saison exceptionnelle, il roule très fort cette année en endurance. J'ai regardé à peu près toutes les courses et tous les chronos. Même en FSBK, il est très présent. Je trouve que cette année, il se met bien en valeur. C'est lui qui a d'ailleurs réalisé le meilleur temps de la moto lors des séances de qualification. Et on avait Greg Black en interview qui expliquait effectivement que ils avaient décidé de partir en pneus pluie au départ en jouant la carte de la sécurité. Peut-être un petit peu dans un coin de la tête la mésaventure de Suzuka. Donc il a expliqué qu'ils avaient pris le choix de la sécurité de partir en pneus pluie. Après, ce qui les a rassurés, c'est qu'une fois qu'ils ont monté les pneus slick, ils avaient un superbe rythme et que là maintenant ils vont essayer de revenir sur les avant-postes et profiter des bonnes performances de la machine. Alors on sait que c'est toujours le pilote qui est sur la moto qui finit par décider le choix pneumatique normalement. Cependant, les trois motos équipées en Bridgestone étaient parties en pneus pluie. Donc il y a quand même aussi un conseil probablement du manufacturier derrière qui avait préconisé de dire le slick c'est trop risqué, on prend pas de risque, on part sur les pneus pluie et qui a été accepté forcément et par les teams et par les pilotes. Allez, on refile dans la voie des stands puisque Mylène cette fois est avec le propriétaire du team de la Ducati numéro 6. Oui, avec Yvan, j'imagine que c'est toujours difficile de se voir abandonner 1 heure seulement après le départ de la course. Effectivement, c'est dur, surtout après un début de course très encourageant.
tout en ayant été prudent. Donc oui, très très déçu. Oui. Est-ce que vous avez des informations sur ce qui s'est passé en piste? Alors a priori, le pilote ne se rappelle plus de tout. Il est OK, donc déjà c'est la chose la plus importante, il va bien. A priori, il aurait touché une partie humide en élargissant un peu la trajectoire et perdu l'adhérence. Vous veniez d'effectuer un changement de pneumatique, il me semble. Vous étiez rentré. On venait de passer en slick, oui. Ouais. Vous pensez que c'est lié à ça? Non, je ne pense pas, puisqu'il y avait déjà plein de motos en slick aussi. C'est un ensemble de choses. On ne sait pas encore exactement le pourquoi du comment. Merci beaucoup, Yvan. Merci à vous, Mylène. Merci à votre intervenant. Voilà, confirmation. Oui, là, surtout à cet endroit-là, au niveau du raccordement, la trajectoire, elle est un petit peu large, donc il y a plusieurs possibilités. En plus, il y a l'entrée dans la voie des stands. Donc, si effectivement, et on l'a vu il y a quelques instants sur les trajectoires, notamment de Sylvain Guintoli, on va très très loin. On se rapproche même de la bande blanche qui matérialise l'entrée des stands. Ça se trouve, il a peut-être même posé la roue sur la bande blanche, non, William? Oui, ce qui est possible, d'autant plus qu'on sait que les bandes blanches, c'est ce qui sèche en dernier. C'est-à-dire que la piste sèche avant les bandes blanches. Donc des fois, on se sent en sécurité. On ne s'aperçoit pas que finalement la bande blanche est encore humide. On peut mettre les roues dessus. Ce qu'on ne sait pas également, parce que apparemment il se souvient peut-être pas de tout. Peut-être qu'il a doublé un pilote en entrée de virage. Du coup, on a tendance à élargir un petit peu plus. On arrive sur une partie un petit peu humide. Les pneus à gauche sont pas encore suffisamment chauds. C'est peut-être l'accumulation de plusieurs facteurs qui fait que l'erreur a été commise, mais c'est pas, ça fait partie de la course, ça arrive. Alors pour rebondir là-dessus, pour bien connaître la piste, effectivement dans ce virage-là, c'est un virage où il y a des trous. En fait, il y a une détériorisation de la piste, de l'asphalte. Et à cet endroit-là, je pense que l'eau est à l'intérieur et c'est possible. Et ça peut faire une rétention d'eau, voilà, et effectivement le pneu slick passant sur cette partie. Voilà. Bon, malheureusement, c'est la dure loi de l'endurance. La Ducati quitte la scène de ce 86e bol d'or. En revanche, l'information, on va dire, principale et la plus importante, c'est que le pilote Javier Forés soit OK, soit indemne. On l'a vu un petit peu boiter, donc je pense que au pire, il doit peut-être y avoir une entorse ou quelque chose comme ça. Mais voilà, pas d'autres problèmes pour le pilote. Et encore une fois, c'est bien là le plus important. Alors du coup, en tête de la course, eh bien, on retrouve cette Yamaha numéro 7 qui finalement s'est reconstruit son avance, William, parce qu'elle compte désormais 50 secondes quasiment, pour faire les choses simples et des compterons. 50 secondes sur la Kawasaki numéro 11, emmenée actuellement par Randy Depugné. Et on parlait d'Alan Techer il y a quelques instants. Bien, Alan Techer, il est plus très loin de Randy Depugné. Il est à 5 secondes, à peine 5 secondes et demie de la Kawasaki numéro 11. Donc on pourrait d'ici quelques instants assister à un regroupement et une bagarre pour la place de deuxième sur ce 86e bol d'or. Oui, surtout qu'Alan Techer est quand même à un rythme un petit peu plus soutenu que Randy Depugné. C'est 2 secondes au tour, donc ça devrait être assez rapide pour le pilote Honda de rejoindre la Kawasaki. Et ça devrait faire une bagarre sans être vraiment une bagarre. Bon, avec Randy, on peut s'attendre à tout, qui se laisse pas faire, mais toujours est-il que sur le papier, normalement, il devrait être dépassé assez facilement. La Kawasaki qui, à première vue, ont fait un choix stratégique de peu consommer, mais c'est au détriment de la vitesse de pointe. Ça peut être aussi au détriment de la fiabilité, donc ça on ne sait pas, on verra. Seule la distance de la course nous le dira. Mais par contre, en ce qui concerne la performance, du coup forcément vous envoyez moins d'essence, la moto est moins performante, du coup elle perd énormément en vitesse de pointe. C'est un choix stratégique du team et malheureusement ça se ressent au chrono. Randy Depugné qui vient de faire sur ce dernier tour une 55.3, qui essaye d'augmenter le rythme parce que c'est qu'Alan revient, et Alan Techer qui vient de faire une 53.9, donc nouveau meilleur temps en course. Et croyez-moi, ça peut être vraiment frustrant dans la tête d'un pilote de se retrouver avec une moto qui marche moins bien qu'en qualif. Ça peut paraître surtout très long dans la ligne droite. Je crois qu'elle ne marchait pas non plus en qualif. Je crois que le choix était sur la semaine. C'est ce que j'allais vous dire, parce qu'on a vu passer des images sur les réseaux sociaux, et notamment de la part de Jérémy Guarnoni, le pilote de la BMW numéro 37, qui elle fonctionne pour le moins très très bien. Et en fait, il y a une vidéo embarquée où on le voit rentrer dans la ligne droite du Mistral. On voit un point vert au loin
Et lorsqu'il se rapproche, on s'aperçoit que c'est la Kawasaki numéro 11. Alors évidemment, il est joueur, Jérémy. Il fait un petit coucou. Je crois que c'est Grégory Leblanc qui est sur la moto à ce moment-là. Et à la fin de la ligne droite, il a encore repris 40 mètres, quoi. Donc oui, il y a, et même les pilotes de la Kawasaki se sont plaints. Et justement, Grégory Leblanc nous le confie en disant, voilà, moi quand j'en ai parlé, on m'a dit ouais, t'exagères. Et il a montré la vidéo au team manager en disant non mais regarde, voilà. Et bon, après, comme l'on dit, hein, c'est une décision stratégique de se dire bon bah on va essayer de tirer sur la longueur des relais pour peut-être en fin de course faire un ou peut-être pourquoi pas 2 arrêts de moins. Mais pour l'instant, c'est un peu compliqué. Oui, c'est des choix stratégiques et souvent, de toute façon, finalement, c'est un compromis entre la fiabilité, la performance, la consommation. C'est un ensemble. Finalement, la seule moto qu'on a vu franchir un cap sur l'ensemble de ces paliers, c'est la BMW. On se souvient les premières années, c'était incroyable. En moteur, c'était pas top. En consommation, elle rentrait 3-4 tours avant tout le monde. Et en fiabilité, c'était pas top. Ils sont revenus un an après. Finalement, c'était la moto quasiment la plus rapide. Elle consommait plus et elle tenait la distance de la course. Ça a été un cap vraiment chez BMW qui a été très très important. Effectivement, ils ont eu une réactivité que les autres constructeurs n'ont pas eu. J'étais à cette époque-là justement sur la BMW. Et pour revenir un petit peu sur ce qu'on a dit précédemment, c'est souvent qu'en qualif, on avait vraiment une moto qui marchait fort. Et le jour de la course, elle marchait plus parce que justement ils essayaient de trouver les bons réglages pour pousser l'essence et du coup elle marchait plus, quoi. Après je crois qu'ils ont pas changé aussi de système électronique pour la gestion, etc. au niveau injection, etc. Oui, je crois qu'il y avait eu un changement de système d'injection aussi. Ouais. Et c'est vrai que voilà, ce compromis, on le fait. Et puis c'est surtout dû au fait que ce circuit Paul Ricard, eh bien, il a cette particularité d'avoir cette ligne droite d'1,8 km. Alors, c'est rentré dans les mœurs parce qu'on se rappelle, William, on commentait pendant que vous, Erwan, vous étiez sur la piste et vous travaillez. On va juste passer à l'interview de Freddy Forêt qui a interviewé son frère, Kenny, son frère jumeau. Voilà, vous aviez beaucoup d'attentes. Voilà, en fait, le moteur a cassé directement. Et j'ai rien senti venir. Et je suis vraiment très déçu pour le team parce qu'on avait beaucoup travaillé et sincèrement on méritait de faire bien mieux sur cette épreuve. Voilà, et je suis triste aussi pour l'équipe parce que tout le monde avait donné le maximum et notamment les mécaniciens. Je suis vraiment désolé. Voilà, et donc pour en revenir à ce qu'on disait, Erwan, on avait vu que c'était quand même largement différent. Ah. Bon, par contre, pour rebondir sur ce qu'a dit Kenny, ce qui est quand même incroyable, c'est que le team Tecmas a eu avec cette BMW plusieurs problèmes techniques cette semaine au niveau des moteurs. C'est ce qui est surprenant parce que finalement qu'on vienne à casser un moteur avec cette longue ligne droite du Mistral au bout de certaines heures, au bout de on va dire une course assez longue et qu'on casse un moteur, ça peut arriver. Mais depuis le début de la semaine, il y a eu quand même pas mal de problèmes de moteur. C'est 2 fois le moteur. 2 fois, c'est la 3e d'après mes informations. Donc ça commence à faire beaucoup, d'autant plus qu'il n'y a eu aucun problème de fiabilité aux 24 heures du Mans. Donc là, il y a peut-être plus qu'un problème lié à BMW, il y a peut-être eu un problème de préparation des moteurs pour qu'il y ait autant de problèmes techniques. Parce qu'on reste quand même dans une catégorie stock sport où en théorie, on est très proche de l'origine et donc en termes de fiabilité c'est quasiment nul. Donc là il y a peut-être une vraie analyse à faire au niveau du team et de la préparation sur ce qui a pu se passer sur les moteurs. Effectivement, hein, parce qu'au début on le disait, il y avait énormément de remarques négatives par rapport à cette longue ligne droite et aux contraintes qu'elle imposait, mais on s'est aperçu que à l'image de ce qu'a fait le Yacht, puisqu'on les a à l'image, ils ont compris à Spa, et à Spa ils ont gagné les 24 heures de Spa, qui est un circuit aussi très exigeant, hein, où on est souvent à fond, en comprenant que finalement avec un moteur un petit peu moins performant mais fiable, on pouvait aussi avoir de la performance, Erwan. Oui, effectivement, malgré tout, la Yamaha, on va dire de base, est quand même
un petit peu moins performante sur le papier que ses concurrentes directes. Donc on est quand même obligé de mettre beaucoup de pièces sur une Yamaha pour arriver au niveau de performance. Je parle en catégorie EWC bien évidemment. Malgré tout, les BMW, donc en l'occurrence celle de Kenny Forêt, il me semble qu'ils utilisent des moteurs un peu sélectionnés à l'usine pour être le plus performant possible. En étant d'origine. En étant d'origine, voilà, si vous voulez, sur une série de 10 000 soupapes, ils prennent les 1000 premières soupapes et ils montent les moteurs ainsi de suite, comme ça. C'est une sorte de métrologie vraiment adaptée pour avoir des moteurs sélectionnés. Voilà, pour avoir le moteur d'origine le plus, entre guillemets, optimisé. Allez, on va se quitter quelques instants. On marque une courte page de pub et on revient pour la suite de ce 86e Bol d'Or. BKT, expert des pneus agricoles, vous présente la Ligue de BKT et ses talents. Nous sommes de retour sur le circuit Paul Ricard pour le 86e Bol d'Or avec pour l'instant cette bagarre qui oppose Sylvain Guintoli sur la Suzuki numéro 12 et Florian Alt sur la Honda du team Viltaïs Racing numéro 333. Mais nous, on va tout de suite retourner du côté de la voie des stands parce que Mylène, vous êtes en compagnie de Randy Depugné, le pilote de la Kawasaki numéro 11 qui vient de terminer son relais. Randy, un petit débrief sur cette première heure et demie de course ici au Bol d'Or. C'est plutôt correct. Grégory est parti en début de course dans une piste compliquée. Je pense qu'il devait être un petit peu tendu, donc on l'a fait arrêter avant. Je suis reparti. Je pense que mon relais sur le sec était correct. On a eu un safety car. Donc voilà, si j'arrive à garder ce rythme-là, je pense qu'on peut jouer une place pas loin du podium. Donc on va voir ce que ça va donner. C'est clair qu'on manque beaucoup de moteurs. On a un déficit à ce niveau-là, mais il faut faire avec. Merci beaucoup Randy. Merci à Randy, merci à vous Mylène. Alors que l'on suit le ravitaillement de la Yamaha numéro 7 qui était aux commandes de ce 86e Bol d'Or. Et on a vu les consignes passer entre Ilan Michalczyk et son coéquipier Marvin Fritz qui va donc repartir maintenant. Voilà, qui reprend la piste avec cette Yamaha numéro 7 et donc au jeu des arrêts ravitaillement. Maintenant, William, c'est la Honda numéro 1 qui se retrouve aux avant-postes. Oui, tout à fait, avec probablement une petite dizaine de secondes d'avance. Et puis voilà, ça va être chat et à la souris, essayer d'augmenter un petit peu le rythme, mettre un peu de pression. On a également la Suzuki numéro 12 qui est dans un très bon rythme avec Sylvain Guintoli au guidon de cette machine qui risque de venir se mêler à la bataille avec la numéro 7 et la numéro 1. Et puis Florian Alt aussi, mais lui qui est en fin de relais, 25e tour, il va probablement ravitailler d'ici 2-3 tours. On aura déjà une meilleure visibilité sur les consommations des différentes machines, parce que ça c'est un facteur qui est très important. On sait que un tour de plus sur les relais, un tour c'est un ravitaillement en moins sur la course de 24 heures. Un ravitaillement c'est environ quasiment avec la voie des stands à 60 km/h, l'arrêt, le changement de pilote, changement de pneumatique et et le plein d'essence, on arrive quasiment à 1 minute 10 de perte de temps. Donc c'est chaque tour qui compte. C'est pour ça que les teams jouent sur la consommation, des fois au détriment de la performance comme la Kawasaki, ou des fois au détriment de la fiabilité, mais ça c'est beaucoup plus grave. Mais voilà, c'est des facteurs importants et du coup tout le monde s'observe un petit peu. Tout le monde a une idée de ce que va faire les autres, mais d'un autre côté personne n'en est sûr. Et là en fait à l'issue des 3 pilotes, on a une vraie visibilité sur les consommations. À l'image là on peut voir Florian Alt sur la Viltaïs 333 qui bouge énormément. C'est très caractéristique des pneumatiques Pirelli. Très soft. Puis je vais me reprendre parce que j'ai dit Ilan Michalczyk sur la Yamaha numéro 7. Et Ilan Michalczyk, c'est le pilote de la BMW numéro 37. C'est Karel Anika qui partait sur la piste. Et tiens, il rentre d'ailleurs Florian Alt. Voilà, fin de relais pour la 333 qui va s'arrêter. Et 26e tour, il rentre, alors que la Kawasaki numéro 11 était fait 28 tours.
Donc il y a 2 tours d'écart entre les deux machines, ça c'est des facteurs importants. On sait que la Honda CBR 1000 fonctionne très très bien, un très très bon moteur. Première vue, pour l'instant en termes de consommation, ils vont peut-être essayer de réajuster un petit peu au fur et à mesure. Vous savez que chaque team, quand il ravitaille, savent exactement le nombre de litres qu'ils vont remettre dans la moto. Tout est pesé, tout est calculé. Ils contrôlent après chaque ravitaillement et ils essayent de réajuster le nombre de tours et de voir s'ils peuvent jouer, parce que finalement ils savent qu'il y a un voyant de réserve en fait qui des fois est réglé à, des fois il n'y en a pas, des fois il est mal réglé, des fois c'est à 0,5 litres, des fois c'est 1 litre, des fois c'est 1,5 litre. Et en fonction de ce qui reste, ils savent exactement, plus les relais vont passer, plus ils vont être sûrs de la consommation et plus ils vont être sûrs de le voyant de réserve, et à partir de là ils vont peut-être pouvoir jouer pour essayer de grignoter un tour par-ci par-là. C'est Steven Udendal qui va reprendre la piste. Donc là, Erwan, il est rassuré. Ça sera des slicks. Il n'y a plus de questions à se poser. Oui. Et là, à l'image, on retrouve Alan Techer qui fait un relais absolument remarquable. C'est de loin le plus rapide en piste. Il a fait notamment le meilleur tour en course actuellement en 53,9. Alan qui a été vraiment très très constant. Alors on rappelle aussi que sur cette Honda numéro 1, Joshu qui a été blessé à Suzuka, il était absent parce qu'il s'était blessé, il avait chuté, son épaule avait été endommagée, abîmée, donc il est revenu. Donc pendant les essais chrono, Joshu qui a été un petit peu ménagé, et Mike Di Meglio a également chuté durant les essais. Bon, a priori c'est une chute sans trop de gravité, mais effectivement comme je l'avais souligné, Alan Techer a été le plus rapide, et depuis le début de la semaine il est excessivement constant sur ce rythme. L'année dernière il était arrivé dans un autre contexte. On se rappelle qu'il avait remplacé malheureusement Gino Rea qui avait été gravement accidenté du côté de Suzuka, et il revenait dans l'équipe au moment où celle-ci jouait le titre de champion du monde. Donc il y avait énormément de pression, alors que là, comme l'a dit Erwan, depuis le début de la saison, il est intégré au projet. Il y a le championnat de France Superbike dans lequel il performe aussi avec Mike Di Meglio. Donc on le sent beaucoup plus libéré. Beaucoup plus libéré, d'autant plus que Alan avait été écarté du même team, Honda FCC, qui est pour diverses raisons, chute, manque de compétitivité. Ici, au exactement. Il avait été écarté. Finalement, ils l'ont fait revenir dans un contexte particulier, en remplacement, avec beaucoup de pression. Pour Alan, c'était loin d'être gagné. Vous voyez, et finalement, il a réussi sans prendre trop de risques. Au départ, c'était pas forcément le pilote le plus rapide sur la machine, mais il a su être prudent, il a su aussi augmenter le rythme, et là vraiment je pense qu'il a vraiment sa place de titulaire, il se sent en sécurité, et maintenant il peut vraiment laisser son talent s'exprimer, parce que c'est vraiment un pilote talentueux, Alan Techer. C'est vrai que quand on arrive dans un team, en général au début, il faut toujours faire preuve de prudence pour gagner la confiance du team manager, etc. et monter en puissance durant l'année, quoi. Donc là, pour lui, c'était un retour, et franchement, c'est un beau retour. Surtout que quand on a été écarté, en général, on n'est pas forcément dans les petits papiers du patron, quoi. Non. Sinon, on n'aurait pas été écarté, donc c'était quand même un peu plus risqué. Allez, Marvin Fritz en interview. J'étais pas très content avec mes temps autour, je pensais être plus rapide. Mais bon, pour l'instant c'est un peu compliqué avec la piste, elle n'est pas dans les meilleures conditions, en plus il y a du vent qui gêne. Maintenant, regardons en ce qui concerne la moto et les pneus, tout va bien de ce point de vue-là. Il faut maintenant rester régulier, et puis la température risque de monter un petit peu, et je pense qu'on pourra en tirer avantage. I mean, when you go into the last corner, there's still a lot of oil, and Notre-Dame lost the front because of the crash of Voilà, donc en fait moi j'ai passé les consignes à mon coéquipier, à savoir Karel Annika, en lui disant de faire attention justement dans le dernier virage, parce qu'il y avait de l'huile, et je pense que ça doit être consécutif à la chute de la Ducati et de Xavi Forés. Donc je lui ai dit de faire attention dans ce dernier secteur. Voilà pour l'interview de Marvin Fritz. Ouais, d'où la durée du safety car pour essayer de mettre de l'absorbance sur l'huile qu'avait laissé la chute de la Ducati. Et pour en venir à Marvin Fritz et la Yamaha numéro 7, c'est vrai que ça manque depuis on va dire un an, ça manque, enfin surtout cette saison, ça manque de compétitivité. C'est-à-dire qu'on avait tellement l'habitude de les voir dominer en qualif
en course avec des temps autour juste incroyables, mais à chaque fois il leur arrivait une tuile, souvent un problème technique qui interrompait donc leur potentielle victoire. Depuis cette année, vraiment, on sent que la mentalité du team, l'approche de la compétition sur ces courses de 24 heures a complètement changé. Et effectivement, maintenant, ils sont beaucoup moins performants parce que finalement, ils ont même du mal à rouler dans le rythme de la Suzuki et de la Honda, alors qu'ils ont les mêmes pneumatiques et que les pilotes sont pas moins bons que les autres et sont pas moins bons que l'année dernière. Mais finalement, ouais, voilà, la prise de risque en moins sur la partie technique les oblige à finalement. Voilà, il y a une chute et un accrochage visiblement entre deux pilotes. Attention, ouais, c'est pas la peine de. Et c'est un pilote japonais de la BMW numéro 85. Alors, visiblement. Ouais. Avec Ludo Koshi, non? Je sais pas. Ah, Ludo ne roule pas. Non, il roule pas, Ludo Koshi. Et c'est les deux pilotes au niveau du raccordement. Là, voilà, les deux motos qui ont été jusqu'au bout. C'est la National Moto. Ah non, la 85 c'est la BMW. Là c'est peut-être la Honda No Limit, la numéro 44 me semble-t-il. Et la moto qui a l'air très très endommagée, elle a dû taper le rail. Oula, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, c'est la 44, hein, c'est la No Limit, la Honda numéro 44, donc le team italien. Et là le pilote qui s'énerve et qui en oublie un petit peu les règles évidentes de sécurité. Voilà. Heureusement, tout est rentré dans l'ordre, mais vous le voyez, la moto elle a tapé dans le rail et visiblement le train avant de cette Honda numéro 44 est vraiment totalement détruit, ce qui va être très compliqué. Ouais, c'est fini pour cette Honda numéro 44. Ouais, moto difficile, les chutes dans ce gauche là, on a vu déjà, on se rappelle David Cheika qui était tombé avec la Yamaha il y a quelques années dans le Tour de Chauffe. C'est que quand ça chute dans le gauche, souvent les motos ont tendance à traverser le virage à droite qui suit. Et fort heureusement, c'est que bon, pas d'autres pilotes ont été percutés par cet accrochage. Alors là, le pilote applaudit, mais réellement, concrètement, c'est de sa faute à lui. Hein. En ayant assez de recul, il n'a pas suffisamment scanné le pilote. Là, pour moi, c'est ridicule. Oui, pour moi, c'est ridicule. C'est un comportement inacceptable. Mais bon, pour moi, il n'a pas suffisamment scanné le pilote. Il aurait dû, moi, analyser la différence de trajectoire. J'arrivais à le scanner en très peu de temps, savoir ce qu'il allait faire. Et bon, voilà. Et dans le doute, on reste derrière. Il manque un peu d'expérience. C'est un jeune pilote qui vient d'arriver en endurance. Et du coup, voilà. C'est vrai que la différence en endurance par rapport à la vitesse, c'est qu'il y a beaucoup de différences de niveau entre les pilotes. Il y a beaucoup de différences de vitesse. Et donc, il faut en permanence s'adapter au pilote qui est devant, réussir à analyser sa trajectoire, la différence de vitesse. Tout ça augmente avec le manque de visibilité, c'est-à-dire la nuit. Tout ça augmente également avec des conditions météo différentes. C'est vrai qu'en permanence, il faut vraiment énormément d'expérience. Il faut analyser les différentes trajectoires. Et ça, c'est sur les jeunes pilotes, c'est souvent un souci de. Vous aviez vu la couleur du brassard du pilote? Je crois que c'était bleu, mais je suis pas sûr. Ouais, donc ça serait le pilote Lorenzo Gabellini, oui. Parce que finalement Erwan, c'est la moto de votre jeune frère qui est. Oui, effectivement, et en plus Lorenzo, c'est lui qui avait réalisé le meilleur temps de l'équipe. Un petit manque d'expérience et de recul sur ces images-là. On les reverra un petit peu plus tard. On est à 1 heure, quasiment 2 heures. Allez, on va accompagner 59. Bing, 2 heures de course dans cette 86e édition du Boulder. On revient vous voir les amis dans quelques instants. Le temps d'aller prendre des nouvelles de l'équipe de France de volley qui va disputer la petite finale de l'Euro dans quelques minutes face à la Slovénie. Et regardez ce qu'ils sont en train de faire, nos volleyeurs. Ils sont en train de s'échauffer juste derrière Charlie Forbourceau, notre envoyé spécial qui va pouvoir nous donner les toutes dernières infos. Charlie. Oui, bonjour Messaoud, bonjour à tous. Les Bleus vont bien, ils ont beaucoup travaillé ces 2 derniers jours forcément à laisser ce mauvais souvenir de jeudi soir face à l'Italie derrière eux, ne pas revivre la désillusion de 2019. Les Bleus avaient terminé 4e de cet Euro, c'est un souvenir forcément douloureux. Aujourd'hui, ils sont conquérants, ils ont soif de cette médaille de bronze qui forcément les rassurerait un petit peu avant les Jeux Olympiques l'année prochaine. Et puis une médaille de bronze dans un Euro, il n'y en a pas beaucoup dans une carrière, il y en a beaucoup ici pour qui ils n'ont pas encore connu la chance d'avoir des médailles internationales avec l'équipe de France. Pas besoin de plus de motivation pour les vieux, ils ont faim et les Slovènes aussi. Donc ça va être un grand spectacle à venir encore une fois.
Charlie, Erwin Gapet est titulaire, visiblement, vous nous le confirmez. Est-ce que peut-être Corentin Roland peut nous le montrer? Erwin Gapet qui va donc être titulaire. Erwin Gapet sera bien sur le terrain, il devrait débuter cette partie, donc c'est bon signe pour le champion olympique qui est en grande forme et qui l'a prouvé, apporte ce petit plus de folie que l'équipe de France n'a pas eu tout le match en Italie. On espère qu'il pourra apporter sa patte ce soir face à la Slovénie. France-Slovénie, c'est un match importantissime pour les Bleus qui doivent absolument rebondir après la demi-finale face à l'Italie dans quelques minutes. 2 heures et quasiment 2 minutes de course au bol d'or avec déjà 2 rebondissements et on rappelle l'abandon de la Ducati numéro 6 notamment. On marque une courte pause et on refait un point rapidement sur la course avec toute l'équipe en place au Castor. Euro de volley. Petite finale France-Slovénie 17h20. Finale Italie-Pologne 21h. À suivre en direct aujourd'hui sur la chaîne L'Équipe. Les événements vont s'enchaîner. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez pour ce super samedi. On est à un peu plus de 2 heures de course sur cette 86e édition du bol d'or avec un premier rebondissement à la Ducati numéro 6, on vous le rappelle, qui a abandonné un peu plus d'1 heure de course. Le volley nous attend dans quelques minutes avec le coup d'envoi de la petite finale. L'équipe de France face à la Slovénie pour aller chercher la médaille de bronze. Ce sera une première médaille européenne depuis 2015. C'est dans quelques minutes. Avant cela, direction le Castellet donc. Eric Sélis avec William Coste et Erwan Nigon. On fait un petit point sur la course pour ceux qui nous rejoindraient. Oui, tout à fait, mais Saoud, le petit point, c'est voilà, au jeu et à la faveur des arrêts ravitaillement, c'est désormais la Honda numéro 1 qui occupe la tête de la course avec Alan Techer à son guidon. C'est le pilote que vous voyez actuellement au freinage de la ligne droite du Mistral. En deuxième position, on retrouve la Yamaha numéro 7 avec Karel Annika à son guidon et la BMW numéro 37 qui revient en troisième position. Markus Reitenberger est le pilote actuellement en piste à son guidon. Voilà donc pour ce tiercé. Après on a vu William qu'il y avait quelques instants Sylvain Guintoli s'était arrêté pour laisser le guidon à Étienne Masson. Katsuki Watanabe sur la Kawasaki numéro 11 est en 5e position. Steven Udondal au guidon de la Honda numéro 333 est actuellement 6e. Et du côté des super stocks, on est déjà aux portes du top 10 dans cette catégorie. Top 10 du classement scratch alors qu'Alan Techer vient de faire signe à son stand, il va s'arrêter. C'est la Honda National Moto pour l'instant qui domine la catégorie. C'est vrai que l'épouvantail numéro 9, c'est-à-dire la BMW que devaient se partager Kenny Forêt, Loïc Arbel et Loris Baz, malheureusement abandonné. Vous avez entendu l'interview de Kenny Forêt, moteur cassé très rapidement. De fait, ça réouvre le champ des possibles dans cette catégorie. Donc la National Moto est en tête devant la Kawasaki numéro 24. Allez, on retrouve tout de suite Mylène dans la voie des stands qui est justement du côté du team de la Honda numéro 44, la Honda No Limit qui s'est accrochée il y a quelques instants avec la BMW 85. Ah, t'as pas vu ? Oui, je suis avec Alexis Masbou, le coéquipier de Lorenzo Gabellini. Alexis, est-ce que vous avez des informations à nous donner déjà? Est-ce que vous savez ce qui s'est passé? Pas plus que ce qu'on a vu à la télé. On s'est percuté avec la moto 85. Lorenzo avait pas l'air tout à fait content, donc c'est peut-être qu'ils sont un petit peu mal compris sur la piste. En tout cas, moi j'ai pas assez vu d'images pour savoir ce qu'il en est. En tout cas, la moto a été tapée droit dans le mur. Des premières photos qu'on a réussi à récupérer avant que la moto arrive. Je vous voyais en train de regarder des photos, ça dit quoi? Ça dit que l'avant a l'air très très endommagé. On le sait ici, quand la moto elle glisse ou qu'elle va droit dans le mur, ça éclate l'avant. La seule possibilité qu'on a pour repartir, c'est peut-être que le châssis soit pas endommagé et qu'on puisse changer tout ce qui est la partie avant, les fourches, les pneus, les jantes, voire les radiateurs, etc. On va rester dans le coin pour surveiller tout ça. Merci Alexis. Merci à vous Mylène, effectivement, les images qu'on avait vues laissaient malheureusement pour cette équipe italienne peu de doute quant à l'issue des dégâts sur la machine, alors qu'on se retrouve en caméra embarquée avec Étienne Masson sur
le guidon de cette Suzuki numéro 12. Et justement, on retrouve Sylvain Guintoli en interview. Voilà, il n'y a pas vraiment de grip sur la piste puisque la pluie a lavé la piste, donc voilà. Et en fait, le vent ne rajoute rien à l'affaire et il y a en plus beaucoup de différences de rythme sur la piste. While you were out there, I was sat with my own personal commentary, Mr. Olivier Gantoli. Olivier, what was it like watching your dad out there? Alors, it's pretty scary to be honest, but it's fun as well because it like gets you motivated to see him. Voilà, Olivier, le fils de Sylvain Guintoli, on lui demandait ce que ça fait de regarder son père. Il dit sincèrement, c'est un petit peu effrayant et en même temps, c'est vraiment sympa parce que on est toujours inquiet pour son père, mais c'est bien aussi de le voir rouler aux avant-postes. Voilà, on va vous laisser vous reposer parce qu'il reste encore beaucoup de temps à parcourir dans cette course. Voilà, enfin, interview assez sympa avec le garçon de Sylvain Guintoli. Voilà donc pour les commentaires de Sylvain Guintoli après son relais sur la Suzuki numéro 12 et Étienne Masson ici avec ses très belles images embarquées, alors que on retrouve Alain Techer là dans son stand. Alain Techer qui est en train de débriefer avec son équipe après son relais. Il vient de laisser le guidon de la Honda de tête, la Honda numéro 1 à Joshuk. Joshuk, on va voir justement ce que ça va donner puisque on en parlait tout à l'heure, le pilote australien, c'est son retour sur la machine après sa blessure à l'épaule. Oui, et on a pu constater également que la Honda FCC a parcouru 26 tours sur son relais, 27 probablement même si on compte le tour d'arrêt. Donc c'est 2 de plus que la Suzuki numéro 12. Et ça, les ingénieurs vont commencer à analyser tout ça et ils savent que concrètement ça va faire des pit stops en plus. Alors s'il y a beaucoup de safety cars, ça peut se réguler, mais faut pas compter dessus. Il faut vraiment sortir une stratégie et essayer de corriger un petit peu au niveau de la consommation, mais ça va pas être chose facile. Ça y est, pour la BMW numéro 37, c'est Jérémy Guarnoni qui vient de prendre son guidon. Il y a eu voilà, là on est sur un passage complet de tous les pilotes parce que ça a un petit peu décalé la stratégie, cette histoire de partir dans des conditions un petit peu délicates avec les arrêts prématurés notamment des machines qui étaient parties en pneus pluie. Donc du coup là maintenant ça y est, tous les pilotes sont rentrés dans le show du 86e, pardon, je vais un peu vite en besogne, 86e bol d'or. Et donc là maintenant, comme le disait et vous l'expliquait William il y a quelques instants, on va pouvoir tirer les enseignements de ces 3 relais pour chaque pilote. But for that's all, this is the dry stints, but the track is quite quickly with the wind. Ouais, c'est un peu dur de rouler avec la pluie. Only with the race pace, and before the race I know my race pace. Okay, now the wind is more strong than what I know before, but we can manage. Pour être franc, en fait je savais sur quel rythme j'allais pouvoir rouler, mais avec le vent ça a changé un petit peu la donne. L'un dans l'autre, je pense qu'on peut quand même arriver à conserver ce rythme. Voilà, mais je suis resté un petit peu prudent sur la réserve. J'ai pas forcément poussé au maximum de mes capacités. Oui, il a été prudent parce que de toute façon c'était le pilote le plus rapide en piste. Donc il faut toujours aussi réussir à se canaliser quand les pilotes sont pas notés, ils sont pas notés par rapport à une stratégie et souvent par rapport à des adversaires directs. Et de voir qu'il était le pilote le plus rapide en piste, il a peut-être fallu qu'il on va dire, voilà exactement, qui se réserve, pas se précipiter, il y a du vent, pas commettre d'erreurs. Et dans les pilotes qui attaquent leur premier relais, il y en a un tout jeune, c'est Mathieu Gregorio sur la numéro 96, la Yamaha du team Moto1, managé par Pierre Chapuis, qui fait son premier bol d'or. Première fois sur une 1000 cm3. Il a découvert la moto en début de semaine et avec très peu de tours, il va falloir qu'il s'adapte un petit peu à cette moto et qu'il trouve ses repères. Et pour l'instant, il fait un bon début de course parce qu'il est dans son 13e tour, une 58.9. Voilà, il est à peu près à 1,5 seconde, 2 secondes de ses coéquipiers. Il est à 3 secondes des machines, 3-4 secondes des machines qui contrôlent la course. Donc pour l'instant, c'est plutôt un bon début de bol d'or.
Allez, après 2h17 de course, le classement de ce 86e bol d'or est le suivant. Donc on retrouve la Yamaha numéro 7 en tête avec Karel Anika à son guidon. C'est la moto que vous pouvez observer actuellement. En deuxième position, on retrouve la Honda numéro 1, la machine qui occupe la tête du classement provisoire. Et c'est le pilote australien Josh Hook qui est à son guidon actuellement. Et en troisième position, eh bien c'est la Suzuki numéro 12. Et c'est Étienne Masson qui est pour l'instant en piste à son guidon. Voilà Messaoud, les ingrédients sont réunis. On a juste derrière la 11, la 333 et la 37 un petit peu plus loin. Donc on va s'installer tranquillement mais sûrement dans un très beau bol d'or. Vous tenez vos promesses, vous êtes parfaits les amis. Et vous le savez, notre promesse, c'est que vous puissiez suivre l'intégralité de ce bol d'or. Vous pouvez basculer sur l'équipe live, c'est sur le site L'équipe ou l'application. C'est très simple, vous cliquez sur l'espace télé et tous les directs du moment s'offrent à vous, y compris le bol d'or. Demain, pour la prise d'antenne sur la chaîne, ce sera 7h pour le retour du bol d'or. Et nous, on va basculer du Castellet à Rome parce que nous attend la petite finale du championnat d'Europe de volley. Nos volleyeurs champions olympiques qui veulent absolument aller décrocher le bronze. Ce serait une première sur la scène européenne depuis 2015. Et croyez-moi, ils sont revanchards après la gifle reçue face à l'Italie en demi-finale. France-Slovénie, c'est juste après. 3 minutes de pause. À tout de suite.